L'usage du mot résilience s'est rapidement répandu, essentiellement en raison de sa vulgarisation à partir de travaux en psychiatrie et psychologie clinique des années 1940 et 1950. En France, il s'est vulgarisé un peu plus tard qu'aux États-Unis ou au Canada, dans les années 90, mais paradoxalement, sans travaux scientifiques importants qui sont toujours essentiellement nord-américains. Ce mot appartient maintenant au langage courant, tout le monde le constate, et interroge notre réflexion sur la personne humaine. Le dernier ouvrage qui fait le point sur les études internationales pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales est celui coordonné par le professeur Șerban Ionescu, avec qui nous travaillons, paru l'été dernier. Celui-ci récapitule les données expérimentales en montrant que la résilience est universelle, mais qu'il y a des différences quant aux composantes du processus qui y conduit, et quant aux sciences concernées, qui sont maintenant larges, psychiatrie, psychologie, psychologie sociale, sciences économiques, sciences politiques, etc. Nous voudrions retenir deux grandes approches concernant la résilience. Le concept de résilience désigne à l'origine, dans la tradition scientifique issue du XVIIe siècle, le fait pour un corps physique de rebondir. Cela se fonde sur une expérience matérielle, précise, mécanique, physico-mathématique. Le rebondissement manifeste la propriété non seulement de reprendre sa forme ou son espace initial après un choc, mais d'aller plus loin encore. On peut ainsi quantifier tel ou tel être matériel dans sa capacité de résilience. Cette caractéristique mécanique est étendue à tous les êtres, et notamment, ce qui nous intéresse ici, aux êtres humains. C'est ainsi que les scientifiques cherchent les conditions qui font qu'une personne humaine ou un groupe résiste, se rétablit, rebondit après un traumatisme psychique ou une fragilité sociale. On est ainsi passé peu à peu de l'étude de la résilience individuelle à celle de la résilience familiale, communautaire, sociétale. Chercher ainsi les facteurs de résilience permet d'affiner le travail dans presque tous les secteurs professionnels. L'éducation, l'entreprise, le social, le soin, la santé. On voit bien sûr l'intérêt de tels travaux. Ceci interroge nos systèmes sociaux et politiques. Par exemple, certaines formes de management aident-elles vraiment à la résilience ? Certaines méthodes pédagogiques facilitent-elles la résilience, facteur de réussite ? Quel lien entre la résilience, la confiance en soi, l'estime de soi, la volonté de reprendre en main sa vie, etc. Ce constat empirique, effectué par les sciences du comportement, est que la personne humaine se présente de manière relativement imprévisible. Et pourrait-on dire, heureusement. Telle personne qui ne devrait pas se remettre d'un traumatisme se remet, et telle autre non. Nous sommes donc en présence d'une réalité non mécanique, que le philosophe, ici, va interroger. En réalité, au cœur des apparents conditionnements, l'être humain est bien libre. La personne demeure un mystère de vie intérieure, irréductible à tout mécanisme qui tendrait à l'enfermer. En allant plus loin dans l'analyse de ce phénomène qu'est la résilience, la personne, dans sa liberté intime, est capable de deux formes de résilience. La première forme est celle qui consiste en ce mouvement spirituel intérieur
d'amour, de don, de pardon, devant ce qui devrait entraîner violence, haine ou vengeance. Cette réalité appartient à la conscience de chacun, à sa capacité dans l'adversité de rebondir, mais de rebondir dans la bienveillance et dans l'amour. La deuxième forme de résilience est celle que l'on peut observer de manière apparente, objective, observable, dans les faits individuels et sociaux. C'est la capacité à repartir de l'avant. Mais on peut repartir dans la haine ou la violence. C'est ainsi que, pour le philosophe, la première forme de résilience, la plus subtile, n'est-elle pas finalement la plus essentielle et la plus fondatrice de notre humanité résiliente? L'expérience montre aussi que nous sommes responsables des autres pour nous permettre, en nous aidant, en nous entraidant, de nous éduquer à la résilience, de nous disposer à la résilience. La dimension communautaire de la résilience est aussi essentielle que sa dimension proprement personnelle, qui peut être individuelle, voire individualiste. Enfin, il me semble que l'on peut avancer d'un pas supplémentaire, mais alors dans le domaine de la foi. Le Christ en croix n'est-il pas ultimement la figure de l'homme résilient? Quand tout est fini, consommé, il témoigne que la souffrance et la mort deviennent la résilience de l'amour et s'éclairent par l'ultime résilience qui nous offre la résurrection.